Faire une photo. Ah, photo, bien sûr. Alors, on va donner la parole au docteur Gaillet. Patrice Gaillet, vous allez voir, a beaucoup d'activités. C'est l'objet de sa communication. Et ce que ne dira peut-être pas, c'est qu'il a écrit un livre de très haute qualité sur les cliniques de Franche-Comté, qui est à votre disposition à l'Académie, qui est un livre absolument remarquable. Alors, nous vous laissons la parole. Oui, et avant, je dirais qu'il a le bonjour du professeur Balandreau, qui vient de m'envoyer un texto. Monsieur le Président d'Académie, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mon général, chers éminents collègues, après ces communications brillantes sur le plan scientifique, après cette communication émouvante de notre collègue cambodgien, moi je vais vous parler de choses très simples, de techniques chirurgicales de base, d'anatomie de base et d'enseignement de l'anatomie de base, de l'humanisme qui prévaut à notre métier de chirurgien, et puis bien sûr de l'art chirurgical dans son sens le plus simple, c'est-à-dire la chirurgie essentielle. Je ne suis, contrairement à vous, qu'un simple docteur de province, je ne suis hélas pas professeur, et je suis très très intéressé par le compagnonnage, par la transmission de notre art chirurgical et bien entendu la passion que génère notre métier et évidemment la transmission aux plus jeunes de cette passion. Et je vais essayer de faire passer un message aujourd'hui qu'on peut, tout en étant chirurgien libéral, avoir de multiples activités humanitaires, militaires, solidaires et autres. Je suis né en 67 en Franche-Comté, à Pontarlier, année de la première greffe cardiaque par Christian Barnard au Cap, en Afrique du Sud. Et je suis très fier de ma région, la Franche-Comté, qui a, comme vous le savez tous, à l'Académie, fait naître trois très grands médecins très connus de tous, Bichat, Percy et Dessau. Et donc, c'est pourquoi je suis très fier ici de représenter ce jour la Franche-Comté. J'ai été externe dans le service des professeurs Michel Gillet puis Georges Mention. Je remercie Monsieur Mention d'être en vidéoconférence avec nous aujourd'hui. Georges Mention qui a su me faire passer le flambeau de l'anatomie lors de mes études de médecine à Besançon. J'ai rencontré aussi de grands personnages humanitaires tels le professeur Michel Onimus, un grand chirurgien orthopédique qui, à plus de 80 ans, continue encore à faire des missions humanitaires plusieurs fois par an en République centrafricaine avec son association Les Amis Comtois des missions centrafricaines. J'ai également rencontré lors de mon externat à Besançon les docteurs Jean-Marie Collas et Étienne Dard, qui sont deux brillants chirurgiens urologues, pour le premier fondateur de l'AFOA, c'est l'Association des fistules obstétricales en Afrique. Et pour ceux d'entre nous qui ont déjà opéré des fistules obstétricales, c'est une technique bien particulière et très difficile. J'ai été l'aide opératoire en clinique du docteur Édouard Pellissier, chirurgien brillant de ma région, membre de l'Académie de chirurgie. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire mon internat à clinica en chirurgie cardiovasculaire et thoracique à la PHP ici à Paris, où j'ai pu rencontrer tous les grands médecins chirurgiens qui ont fondé Médecins sans frontières et médecins du monde. J'ai également eu la chance de rencontrer dans le service des messieurs Carpentier et Fabiani le professeur Deloche de Noyelles, qui m'a fait rencontrer la chaîne de l'espoir, désormais présidée par le docteur Éric Chesson, membre également de l'Académie. Bref, tout ceci a concouru à ce que je m'installe certes en chirurgie libérale, en chirurgie vasculaire libérale à Besançon, pour être libre et pouvoir faire et mener à bien l'ensemble des engagements dont je vais vous parler juste après. Dès mon plus jeune âge, j'allais dire, dès mon installation, j'ai fait partie, intégré le pool urgence des chirurgiens de guerre de Médecins sans frontières pour me rendre tout partout où la guerre nécessitait la prise en charge des plus démunis, les plus vulnérables. Et je suis également passionné par la transmission de notre art, parce que comme vous le savez, dans les pays les plus pauvres du monde, qui sont souvent hélas les pays en guerre, certains médecins et chirurgiens n'ont pas la chance d'avoir une autre formation élective française. Et il est de notre devoir, à Médecins sans frontières, d'essayer d'upgrader leur niveau chirurgical en leur apprenant des méthodes simples, reproductibles, efficaces, avec des suites opératoires les plus simples possibles. Comme vous le verrez tout à l'heure, cet engagement humanitaire a eu un prix très cher pour moi, puisque grâce à l'armée française, je suis capable de vous parler aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que je me suis engagé
au sein du service de santé des armées. Et je suis depuis quelques années vacataire à Percy, au Trauma Center de niveau 1, pour des gardes de chirurgie vasculaire et thoracique. Et je participe avec l'armée française au déploiement en OPEX des équipes chirurgicales en tant que réserviste opérationnel de niveau 1. J'ai été élève moi-même du CACHIRMEX, ce cours avancé de chirurgie en milieu extérieur, et qui est organisé par l'école du Val-de-Grâce. Et je suis moi-même maintenant un petit enseignant de ce CACHIRMEX en anatomie vasculaire et en apprentissage aux plus jeunes internes des voies d'abord de chirurgie vasculaire qui permettent de contrôler les hémorragies vitales. Je suis également sur la partie civile, grâce aux professeurs Balandreau et Rongiras, un enseignant de la formation spécialisée transversale de damage control et de chirurgie en situation d'afflux massif. Et j'ai également passé une formation de médecin généraliste embarqué pour la force d'action navale de Toulon pour être déployé sur les bateaux de guerre de l'armée française. Je suis également un des chirurgiens experts de l'escrime, cette formation particulière de sapeurs-pompiers volontaires dirigée par le ministère de l'Intérieur. Et comme vous le verrez, je me suis engagé de façon très forte pendant la période Covid-19 avec la création d'une association dons soignants dont je vais vous parler et un engagement solidaire, je n'oserais pas dire humanitaire pour un pays à moins de 2000 km de la France. Je me suis engagé depuis fin février 2022 en créant une association UCRED pour aider les hospitalisés et confrères chirurgiens ukrainiens. J'ai également un devoir de mémoire, notamment, je remercie Monsieur le secrétaire perpétuel d'avoir rappelé la sortie de mon ouvrage l'année dernière, L'histoire des cliniques privées en Franche-Comté, du scalpel au bistouri, qui honorait tous les grands chirurgiens et grands établissements du passé en Franche-Comté, en passant par l'hôpital Saint-Jacques de Besançon et toutes les cliniques privées depuis la première en 1894. Et je suis en train de terminer l'écriture, qui est en relecture chez mon éditeur, de l'histoire de Victor Corbet, qui est le premier chirurgien anesthésiste de Franche-Comté, qui, le 31 janvier 1847 à Besançon, a réalisé la première chirurgie sous anesthésie après 25 ans de chirurgie sans anesthésie, 15 jours après le professeur Lister en Angleterre, 3 semaines après le professeur Malgaigne à Paris et 3 mois après la première de Boston en octobre 1946. Et je suis également très fier d'honorer nos pères, médecins et chirurgiens, décédés au champ d'honneur. Et je participe au sein de l'Association des anciens combattants et je suis président du Souvenir français de ma région pour honorer les médecins tombés au champ d'honneur. Cet engagement humanitaire est synonyme de chirurgie essentielle. Je sais très bien qu'en vous disant ce que je vais vous dire, je vais contre le sens du vent, puisque alors que la réforme des études de 3e cycle prime la chirurgie d'organes, la chirurgie hyper spécialisée, j'ai le regret de la formation dont j'ai bénéficié au XXe siècle de chirurgie générale, car il me semble que dans notre pays, on devrait certes poursuivre notre formation d'excellence et d'hyperspécialisation, mais j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, on oublie la formation de chirurgie générale, qui est à mon avis essentielle si on veut opérer les plus démunis d'entre nous au monde, puisque, hélas, les chirurgies que l'on fait dans les pays en guerre, aux très démunis, ça reste de la chirurgie générale de base que n'importe quel chirurgien très spécialisé aujourd'hui en France pourrait faire sous couvert, bien entendu, d'une formation initiale. Je travaille évidemment, bien entendu, pour Médecins sans frontières et également pour une association humanitaire malgache, Aïna pour l'enfance, où j'ai été médecin généraliste dans le bidonville d'Izoch. J'ai à mon actif quelques missions dans des territoires hostiles, surtout avec Médecins sans frontières, avec une charte de volontariat très particulière de Médecins sans frontières au Soudan, au Libéria, au Tchad, en RCA, en RDC, en Syrie et en Palestine, avec des missions personnelles type de bénévolat en Ukraine, en Inde et en Syrie. Et récemment, donc, à Antananarivo, dans le bidonville Izoch, en tant que médecin généraliste. Et je suis également très fier désormais, depuis quelques années, de faire partie du service de santé des armées, d'être déployé dans les pays où la France participe à l'élan de prise en charge des patients les plus démunis. Et vous savez que nous avons une présence française au Tchad en opérant les plus démunis du bidonville de Walia et à Djibouti, d'où je reviens la semaine dernière encore, en opérant les patients les plus démunis des bidonvilles de Balbala et d'Ariba. L'engagement humanitaire, c'est l'enseignement de la chirurgie essentielle. Dans la charte de Médecins sans frontières,
nous avons non seulement l'obligation d'opérer les plus pauvres d'entre nous, mais de transmettre notre art, et de façon très simple, très reproductible, aux chirurgiens locaux qui ont ce courage de ne pas avoir quitté ce pays en guerre ou de ce pays très démuni et de rester sur place. Et c'est notre rôle de les aider. La chirurgie essentielle, pour moi, c'est quoi? C'est la gestion des brûlures, des greffes de peau, la mise à plat d'abcès, de simples poses de fixateurs externes pour une fracture ouverte, la cure d'hernie inguinale ou d'hydrocèle monstrueuse, les cholécystectomies, appendicectomies, la gynécologie avec quelques césariennes urgentes, des hystérectomies, des ovariectomies, des trépanations rares, certes, mais très utiles, des amputations de membres, évidemment, à la pelle, et quelques thyroïdectomies sur des goitres majeurs. Comme je vous le disais, l'hyperspécialisation actuelle sera, à mon avis, à court terme, un très gros souci de recrutement des chirurgiens humanitaires pour Médecins du Monde, pour Médecins sans frontières, etc. On en reparlera. J'essaye tout partout où je me rends dans ces pays hostiles de lutter contre l'injustice de cette excision clitoridienne rituelle qu'il faut essayer de mettre bas. Vous avez quelques pays ici qui se font fort de pratiquer encore cette excision barbare. Il faut abolir, et je m'y emploie dans ce type de pays. Mais hélas, comme vous le savez peut-être, cette chirurgie a un coût, la mort. 5000 personnes tous les 10 ans, environ 20 000 sur les 40 dernières années. 20 000 soignants sont morts en terrain humanitaire. Quand je dis soignants, ça veut dire médecins, chirurgiens, mais également infirmiers, infirmières, avec des exécutions, avec des viols collectifs, avec des tortures. Et hélas, invariablement, depuis 4 décades, il y a environ 5 000 morts tous les 10 ans humanitaires. Quelques exemples de pays où l'exercice de notre métier de chirurgien humanitaire est extrêmement dangereux. C'est un sacerdoce dangereux, comme je vous l'ai dit, puisque j'en ai payé le prix fort, puisque en 2013, sous les bombardements d'Alep, où j'opérais dans un hôpital qui était en fait une école maternelle transformée en hôpital, et que j'étais sous la protection de l'armée syrienne libre, hélas, au profit des combats, ce sont les terroristes islamistes d'Al-Qaïda qui ont envahi le quartier nord d'Alep où je travaillais avec cette équipe syrienne exceptionnelle. Et j'ai donc été exfiltré en urgence en Turquie. Et c'est ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui. Mais hélas, et je rends hommage à cette équipe syrienne qui a été assassinée le jour même de mon exfiltration. Le service de santé des armées, on ne le sait que peu, et je parle sous couvert de mon général, est également adapté à soigner les plus pauvres d'entre nous, ce qu'on appelle l'aide médicale à la population. Et donc, je pensais que le service de santé des armées est évidemment uniquement préoccupé à opérer les soldats de la force française, et j'ai découvert avec grand plaisir qu'au Tchad notamment et à Djibouti, nos deux rôles principaux actuellement, eh bien, on participe à cet effort de prise en charge des plus démunis au sein du service de santé des armées. Et donc, j'ai fait pour ma part une mission purement militaire avec les forces spéciales à Gossi, en base opérationnelle avancée, où là, évidemment, on ne prend pas en charge la population locale compte tenu de la guerre en 2021, mais sur les missions du Tchad et de Djibouti, on opère un grand nombre de déshérités. Le service de santé des armées que j'ai découvert m'a non seulement appris, grâce à une formation militaire initiale de réservistes de niveau 1, 2 et 3, à l'aguerrissement, que je ne connaissais pas à titre personnel, des initiations commando, l'escalade, le rappel, tout un tas de sports que je vous rappelle obligatoires à l'armée le matin très tôt. Ça permet de repousser ses limites physiques et mentales, ce qui est évident pour un militaire, un peu moins pour un chirurgien civil byzantin, le dépassement de soi, la solidarité, l'entraide, la cohésion, et évidemment, on reste chirurgien, et en particulier chirurgien français, et on essaye de faire rayonner les valeurs universelles françaises, la fraternité, la solidarité, la cohésion et la résilience nationale, et l'obligation morale, le dévouement et le cœur à l'honneur. Ces grands principes, peut-être un peu galvaudés aujourd'hui, mais que je me permets de rappeler et d'honorer. Je suis également fier de participer à l'enseignement du CACHIRMEC, ce cours avancé de chirurgie en milieu extérieur, et de la FST, son pendant civil. Cela permet de développer des connaissances dans le triage, le damage control, en particulier pour moi, pour ma partie, le damage control vasculaire, c'est-à-dire cette capacité à être extrêmement efficient en moins d'1 heure pour être capable de faire un packing hépatique, une stabilisation du bassin, une splénectomie et une correction de l'hémorragie vitale qui ferait partir le blessé français
à la mort. Et donc, cette chirurgie en situation d'afflux de blessés me paraît essentielle aujourd'hui, y compris dans nos pays théoriquement protégés, puisque vous savez probablement que la France se prépare à des conflits de haute intensité et il faudra probablement former de plus en plus de chirurgiens, que ce soit militaires ou civils, au damage control, en particulier le damage control vasculaire. Voilà, donc ces grandes notions de triage, de marche Ryan, c'est-à-dire pour ceux d'entre nous qui le savent, pour communiquer entre militaires sur le niveau des blessés, on a un système extrêmement simple, extrêmement reproductible, extrêmement rapide et efficient pour parler d'un blessé ou pour se transmettre un blessé qu'on appelle le marche Ryan. Donc je suis très fier, et là aussi, la France commence à communiquer là-dessus sur la nécessité d'obtenir l'aide des réservistes dans la gendarmerie, dans les hôpitaux des armées, etc., mais en particulier pour honorer toutes les missions extérieures. Et je suis très content de faire partie de la réserve opérationnelle qui permet à la fois de faire la traumatologie de guerre, mais de l'aide médicale à la population. Il y a quelques années, quand on a été touché par le Covid, j'en termine rapidement, la chirurgie était en jachère, en tout cas à Besançon, région de l'Est fortement touchée par le Covid, où j'ai d'ailleurs plusieurs collègues médecins qui sont décédés. Et donc, j'ai mis en place une association dons soignants qui a récupéré, grâce à la CCI de ma région, des dizaines de milliers d'équipements de protection individuelle qu'avec mon équipe, le docteur Pierre-Charles-Henri, urologue, nous avons distribué avec la centaine de bénévoles autour de nous, que nous avons distribué aux EHPAD, aux centres hospitaliers généraux, au CHU, pour limiter les décès de la vague Covid en Franche-Comté. Et j'ai participé au retournement en réanimation, des cuisses dorsales, des cuisses ventrales et à la vaccination de masse, comme beaucoup d'entre nous. J'ai également créé en fin février, début mars 22, l'association UCRED, que vous connaissez peut-être, www.ucred.fr, qui vient en aide. Je me rends plusieurs fois par an en Ukraine pour rencontrer mes homologues chirurgiens ukrainiens, ils me font part de leurs besoins, et puis on essaye de leur envoyer le matériel nécessaire. Au jour d'aujourd'hui, le mois où je vous parle, nous sommes à 650 tonnes de matériel en 2 ans et demi adressé dans les hôpitaux ukrainiens. Et enfin, mon dernier engagement est un engagement de mémoire, honorer, comme je vous l'ai dit en introduction, nos pères chirurgiens au niveau des 2 bouquins que j'ai édités et que je vais éditer prochainement. Et j'honore au sein du Souvenir français. Vous savez que les anciens combattants honorent la mémoire du disparu et le Souvenir français honore la sépulture du disparu. Et c'est un engagement auquel j'ai pris part il y a quelque temps. Je vous remercie tous de votre attention et de votre écoute. Merci beaucoup, docteur Gaillet. Première question du professeur Benamou. Chers collègues, comme mes amis africains interviennent le plus souvent en disant « en vos titres et qualités », on a tous entendu qu'ils sont nombreux, et je voulais vous féliciter et vous remercier de votre engagement. Et vous savez probablement que notre académie, en 2022, pour les rencontres internationales de la chirurgie francophone, c'est le service de santé des armées qui a organisé avec nous, ici dans cette cour, la démonstration des hôpitaux de campagne, de tous les services d'urgence, aussi bien civils que militaires, etc. Tout le monde était là. Et donc, aussi bien le général François Ponce, qui nous fait le plaisir d'être là, mais également Paul Balandreau. Voilà, ce sont des collègues avec lesquels on a vu toute cette problématique, non seulement de la chirurgie humanitaire, de la chirurgie solidaire, de la chirurgie sur des lieux complexes, avec des risques importants pour les intervenants, pour les patients et pour les populations. Eh bien, tout ceci va être retraité cette année, le 29 octobre, chers collègues. Donc, on t'invite cordialement à venir participer, parce qu'il y aura, avec Éric Chesson, avec la chaîne de l'Espoir, avec Alain Deloche, avec un certain nombre de collègues, le doyen Jean Sibilia de Strasbourg, tout le monde sera là pour reparler de la place que peut prendre ce qu'on peut appeler la démocratie sanitaire et l'urgence sanitaire dans la diplomatie mondiale, en géostratégie mondiale. Et ceci est très, très important. C'est la place que nous avons en Ukraine, nous avons sur tous les terrains actuellement de conflits les plus complexes. Donc, ce sujet sera retraité et j'en profite parce qu'on n'a pas eu le temps de dialoguer avec le SSA pour inviter officiellement François Ponce, qui est là, et Paul Balandreau pour qu'ils viennent avec
avec toi, si on peut se tutoyer, faire partie de cette équipe qui va parler de ces problématiques. Et vraiment, c'est un sujet majeur, puisque le thème que nous traitons cette année au RICF, c'est la formation pratique des opérateurs. Et ce que tu as dit sur la formation à la chirurgie de base, à la chirurgie essentielle, ça reste une clé fondamentale qui doit être transmise probablement à la plupart d'entre nous, même si on est très spécialisé, très pointu dans tel ou tel domaine. Professeur Pons. Oui, je te remercie d'avoir évoqué le service santé, de l'avoir mis à l'honneur et d'avoir rappelé effectivement, parce que ça a parfois été un combat depuis des années, qu'on fait aussi de l'aide médicale aux populations, ce qui est souvent ignoré et parfois un peu contre les autorités. Je pense qu'il y a deux points importants sur lesquels je suis tout à fait d'accord avec toi, qui sont les deux extrêmes finalement, mais qui reviennent à la même chose, c'est la chirurgie générale. La chirurgie essentielle qui, même dans sa vraie définition, est faite par les non-chirurgiens. La chirurgie essentielle en Afrique, c'est fait par des non-chirurgiens, c'est-à-dire qu'on apprend les gestes de base, et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Et inversement, à l'autre côté, c'est la chirurgie sur laquelle on réfléchit beaucoup, des conflits à haute intensité, où effectivement, c'est une question que j'en discutais encore hier avec Emmanuel Arnez, quelle chirurgie doit savoir faire un chirurgien qui sera face à un conflit à haute intensité? C'est-à-dire beaucoup de blessés, un triage qui se fait avant par le fait beaucoup sont morts, donc c'est de la chirurgie générale, avec damage control essentiellement. Et point que tu as également souligné, si jamais on fait de la chirurgie à haute intensité, les chirurgiens militaires ne suffiront pas, on aura besoin des chirurgiens civils et donc des chirurgiens avec une formation généraliste. Voilà, donc je te remercie déjà, je suis admiratif de tout ce que tu as fait et je suis très heureux que tu aies mis ces qualités et ces compétences au service de nos armées et du service. Voilà. Merci beaucoup. Une question. Je voudrais vraiment remercier votre présentation. Je suis Gina Crissac, je suis chirurgien de foie, transplanteur et hépatobiliaire. Mais je voudrais revenir sur le point que vous avez parlé, sur la chirurgie générale et les gestes d'urgence. Je rappelle, même si on devient hyper spécialisé en ce moment, que la spécialité ne vient qu'après avoir appris les fondamentaux de la chirurgie générale. En tant que chirurgien, même spécialiste, quand on fait des gardes, quand on va n'importe où, on doit savoir faire une colectomie d'urgence, une gastrectomie d'urgence, une splénectomie d'urgence, le damage control, arrêter une amputation, bien évidemment, les appendicectomies. C'est la base de la chirurgie. Je ne peux pas concevoir qu'un spécialiste ne puisse pas faire ça. Et c'est très... Je rappelle qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui savent faire. On a perdu les fondamentaux. Oui. Et pour les conflits de haute intensité, j'ai eu la chance de me reformer, de partir en formation supplémentaire. J'ai fait la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo dans les années 90 à la fin de mon internat. Mais quand je suis allée en Angleterre, en formation anglo-saxonne, il y a ce qu'on appelle le triage, le damage control, que tout personne médicale doit savoir. Faire un triage est la partie fondamentale si on a 1000 blessés dans un attentat, par exemple. Et vous vous rappelez qu'en 2007, il y avait les attentats à Londres au métro et on était tous, ça faisait partie, quand vous êtes de garde en urgence, de savoir faire une priorisation des urgences. Je pense que l'Académie, vous avez un rôle fondamental de rappeler ça, parce que ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup trop de simulation de chirurgie virtuelle et de blocs opératoires numériques. Tout va se faire en numérisation. Je ne suis pas sûre que la formation pratique reste et je ne suis pas sûre que ça soit suffisant. Et je trouve que ce que vous faites est admirable et je remercie aussi le service des armées parce que je suis une fervente admiratrice et j'ai eu la chance d'aller à l'école militaire il n'y a pas très longtemps. Et je pense que c'est une des meilleures écoles et franchement, bravo. Et j'aimerais bien que ça soit vraiment un peu plus généralisé. Voilà. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions en visio du professeur Georges Mention. Oui, merci, Monsieur le Président. Je prendrai la parole de manière assez brève. Simplement, en tant qu'ami de longue date, comme il l'a rappelé, du docteur Patrice Gaillet, je veux à nouveau le féliciter pour la qualité de sa présentation, qui était, ça ne vous a pas échappé, très émouvante par certains moments. Et surtout, comme ça vient d'être dit, je voudrais le féliciter encore beaucoup pour son engagement, parce que là, il nous a rapporté tout ce qu'il a été amené à faire et tout ce qu'il envisage de faire, mais il faut comprendre que c'est au détriment, bien entendu, de son activité professionnelle et que c'est un collègue qui,
tous les ans, n'hésite pas à sacrifier un mois et demi de vacances pour satisfaire ses différents engagements. Donc, Patrice, encore bravo pour cette présentation et félicitations pour ton engagement qui reste un exemple pour nous tous et pour les plus jeunes, comme on le souhaite. Merci. Merci au professeur Mention. Je passe la parole maintenant au docteur Édouard Pellissier. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'associe à la déclaration de Georges Mention. Je suis dans l'admiration devant tout ce que parvient à faire Patrice Gaillet en menant en même temps une activité de chirurgien vasculaire privé, qui est d'ailleurs une activité de qualité. Il est reconnu comme un excellent chirurgien vasculaire dans la région. Et on ne peut que le féliciter pour toutes ses activités, à la fois dans le domaine sociétal, dans le domaine social, dans la chirurgie militaire. Et à ce propos, je voudrais dire que nous avons connu, nous, notre génération, une longue période de paix qui risque de ne pas durer. Et comme cela vient d'être dit par plusieurs d'entre nous, il est probable que les chirurgiens actuels devraient s'intéresser plus à la chirurgie de guerre que nous ne l'avons fait. Et pour terminer, je voudrais formuler le vœu que l'Académie accepte, quand il sera temps, Patrice Gaillet dans ses rangs. Voilà, je vous remercie. Merci. Excellente proposition du docteur Pellissier. Je passe maintenant la parole au professeur Chang. Oui, merci beaucoup. J'ai un petit mot, ce n'est pas des questions. Quand vous parlez de la chirurgie de la guerre, je me souviens fortement à monsieur le professeur Claude Dumergy. Il a formé les chirurgiens au Cambodge dès la première promotion avec monsieur le professeur Jacques Oulieu. Et on lui appelait professeur Claude Dumergy et professeur Boulieu, c'est le papa de chirurgien au Cambodge. Ouais. Merci, professeur Chang. Et il y a le professeur Benamou qui est à côté de moi qui veut nous parler des chirurgies, du prix des chirurgies, de la chirurgie de l'impossible, Oui. qu'on avait remis au professeur Ketty à Alep. Voilà. Je sais ce qu'il va dire. Notre compagnie, en 2022, au moment de ce colloque RICF 22 sur la chirurgie, sur des grandes catastrophes, aussi bien civiles que militaires, parce qu'on avait évoqué également les attentats de Nice, Charlie Hebdo, etc., en France et de Beyrouth. Et donc, tout ça avait été traité très largement. Tout est d'ailleurs en mémoire sur YouTube. Vous pouvez revoir toutes ces séquences. C'était extraordinaire. Et à cette occasion, non seulement on vient d'entendre que on vous proposerait d'être membre de notre honorable compagnie, moi j'aimerais qu'on vous remette le prix des chirurgiens de l'impossible, parce que nous l'avons remis à un chirurgien afghan et au professeur Kati, un Syrien chirurgien orthopédiste, qui a été capable, alors que son institution venait à peine de recevoir une bombe, et en même temps une patiente qui avait au milieu du fémur une bombe non encore explosée, et se demander si en y touchant, ils allaient tous exploser en même temps. Eh bien, ils l'ont opéré, ils lui ont réparé sa fémorale, et ils ont pu lui sauver son membre inférieur. Et voilà, c'est ce genre de choses. On voudrait mettre en valeur l'engagement. Et ce que vous démontrez, c'est votre engagement. Et ça, on voudrait vraiment le faire reconnaître. Merci au professeur Benamou pour cette excellente proposition, comme d'habitude.